Bonsoir. Alors ce soir, je vais être un homme heureux. D'abord parce qu'on va parler d'un livre extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie et qui a eu non seulement un succès d'estime en France quand il est sorti il y a quelques mois, mais surtout une couverture médiatique très remarquée. Mais pour en parler, je vais demander à Julien Darmon, qui a été responsable d'édition de ce livre. Je voudrais quand même préciser qu'il fait quand même 1100 pages ou 1150 pages, et puis que vous avez réussi, Julien, à réunir à peu près 150 ou 156 collaborateurs. C'est-à-dire que c'est un livre collectif, mais ô combien collectif. Alors, vous avez également monté les chapitres avec des textes reçus, travaillé donc avec ces 156 collaborateurs, et de tout ça pour assurer une certaine cohérence et dans l'exhaustivité des propos de tout le monde. Alors, ma première question est simple. Quelle est l'origine de ce projet et pourquoi? Donc, l'origine de ce projet, qui s'appelle donc Histoire juive de la France, merci, Julien. remonte en réalité, quand on m'a posé la question la première fois, je suis allé voir les premiers brouillons que j'avais de la table des matières et ça remontait à 2007. Ah, wow. Donc, c'est un dossier qui est dans les cartons depuis longtemps parce que donc, chez Albin Michel, dans le département spiritualité, dirigé par Jean Moutapa, on avait fait, dans ces années-là, en 2007-2010, on avait lancé une autre encyclopédie qui s'appelait Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, dirigée par le regretté Mohamed Harkoun, donc qui était une totale nouveauté dans le propos à l'époque. On avait lancé dans la foulée une histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, dirigée par Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora. Donc, une histoire des Juifs de France, c'était un peu le complément naturel du triptyque, sauf que on voulait pas faire. Pour le coup, histoire des Juifs de France, ça existait déjà. On voulait aborder la chose de manière différente, c'est-à-dire pas une histoire des Juifs de France qui est l'histoire d'une minorité ghettoisée et qui en fait ne participe pas à l'histoire générale, mais au contraire montrer en quoi est-ce que cette histoire des Juifs de France, c'est tout simplement l'histoire de France. C'est un aspect de l'histoire de France. Donc, le fil conducteur, c'est la chronologie traditionnelle de l'histoire de France, mais à travers ce prisme de la participation des Juifs à cette histoire. Et ça a mijoté, vous savez, comme une dafina, comme un cholen pendant des années et des années. Et jusqu'à ce qu'on trouve la personne idoine pour diriger l'ouvrage, Sylviane Goldberg, très très grande dame des études juives en France et à l'international, qui avait pour nous deux qualités essentielles, outre celle d'être une femme évidemment. C'était d'une part que elle a consacré beaucoup de travaux à la question de qu'est-ce que ça veut dire d'écrire l'histoire juive, et d'autre part parce que elle connaissait absolument tous les spécialistes des études juives aux États-Unis, en Israël, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Donc vraiment, c'était la meilleure personne. Et après, une fois qu'on a signé avec elle en 2019, ça a été encore 4 ans de travail. Alors, Julien Darmon, dans mon enthousiasme, évidemment, j'ai oublié de citer le livre, Histoire juive de la France, et c'est important, d'ailleurs, je vais y revenir, Histoire juive de la France chez Albin Michel. Même Albin Michel est important, et vous nous direz pourquoi. Parce que justement, ce n'est pas une histoire des Juifs de France. Ça n'a rien à voir, ou presque, c'est l'histoire juive de la France. Alors, quand j'étais petit à l'école communale, à l'école primaire, moi, j'ai toujours appris l'histoire de France. Julien Darmon, à aucun moment, on ne m'a dit qu'il y avait des Juifs présents dans l'histoire de France. Pourquoi? Alors, c'est d'autant plus frappant que le livre qui a servi de manuel scolaire à des générations de petits écoliers français, c'est le Malais Isaac. Le Isaac de Malais et Isaac, c'est Jules Isaac. Le Malais Isaac, oui. Qui était une grande figure juive, pour le coup, qui a été la cheville ouvrière du rapprochement judéo-chrétien dans l'après-guerre. Et ben, dans le Malais Isaac, il y a une mention des Juifs. On parle de l'émancipation des Juifs au moment de la Révolution française, et c'est tout. Alors après, il y a d'autres histoires juives des Juifs de France qui sont un peu plus fournies, mais en gros, quand vous les regardez, il y a 30 pages sur le Moyen-Âge, on passe vite fait, et ensuite il n'y a rien jusqu'à l'émancipation. On n'est pas en cible des Juifs, on ne nous a pas dit où ils étaient, pourquoi ils étaient là,
et ensuite on court tout de suite jusqu'à l'affaire Dreyfus, et on passe à la Shoah, et on s'arrête là. En gros, l'histoire des Juifs de France, c'est l'histoire d'une minorité opprimée en but à l'antisémitisme, à l'oppression et à l'extermination. Donc on voulait sortir de ça complètement, de montrer d'une part que déjà ces Juifs-là, même au Moyen-Âge, ils participent d'une identité française. Mais Ils Julien, sont nourris de culture française. Julien, excusez-moi, parce que vous parlez du Moyen-Âge, mais dans le livre, on s'aperçoit, on lit, on apprend, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, qu'avant les Francs, il y avait une histoire de Juifs en France, voire même depuis la Gaule. Vous allez quand même pas me dire qu'Astérix était juif. Le Astérix n'était pas juif. Goscinny, oui. Il n'a pas de mère, mais son père était juif, pour le coup. Oui. Puisque René Goscinny... c'est vrai. René Goscinny était juif. Et d'ailleurs, c'est ça qui est frappant chez Goscinny, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui assume tout à fait sa judéité, et on peut lire l'histoire d'Astérix comme une histoire juive, voilà, d'une petite minorité isolée en but à des volontés d'assimilation et qui résiste culturellement. Et en même temps, c'est tellement français. Et qu'est-ce qu'il y a de plus français que Astérix et le petit Nicolas? C'est vrai. Alors, pour revenir à l'époque romaine, effectivement, il y a des Juifs en France avant que la France soit la France, avant que les Francs débarquent. Tout simplement parce qu'il y a des Juifs dans l'Empire romain, plus précisément dans la Provencia, c'est-à-dire la dernière province qui reste romaine en Gaule, la Provence, au sens large, c'est-à-dire tout le sud-est et le sud-ouest. Et les premières traces, c'est à Arles, c'est comment ça s'appelle à Lunel aussi, peut-être. À Lunel, ça vient après. À Bordeaux, etc. On reviendra sur Bordeaux, c'est ma ville natale, alors. Voilà, à Narbonne, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ça qui va orienter en partie l'histoire des Juifs sous les Francs, et surtout au fur et à mesure que la France va devenir chrétienne, ce qui se fait lentement, parce que quand la France devient chrétienne, le fait d'être un sujet des rois de France est lié à l'appartenance à la chrétienté. Or, les Juifs ne sont pas chrétiens, par définition, c'est même les seuls non-chrétiens, mais ils sont là avant. Donc, ils bénéficient d'un statut d'antériorité qui est celui d'un citoyen romain. Or, la citoyenneté française est aussi un héritage de la citoyenneté romaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui étaient citoyens avant vous, mais qui ne sont pas chrétiens? Ça va être la grande question. Et on voit que c'est pas une question qui concerne que les Juifs, c'est une question qui concerne comment est-ce qu'on construit une identité française, autour de quels marqueurs culturels et autour de quelles valeurs. Et c'est ça précisément que va renverser la Révolution française en les émancipant. Une question de Jérôme. Oui, tout à fait. Alors, pour faire un peu de teasing sur le livre, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux éléments parmi les plus surprenants que le lecteur peut découvrir à la lecture du livre? Et ensuite, une autre question pour savoir, selon vous, quelle a été la période la plus heureuse des Juifs en France? Alors, je veux dire, deux exemples, c'est un peu difficile parce que, comme on l'a dit, c'est 1088 pages, c'est 450 documents iconographiques commentés, des trésors que personne n'a jamais vus ou que les spécialistes connaissent et donc ils n'en parlent pas parce qu'ils croient que tout le monde connaît alors que c'est des choses absolument incroyables. Et puis, c'est un parcours, donc on l'a dit, de 2000 ans d'histoire. Les documents qu'on a, c'est par exemple, moi ce qui m'a frappé, si on revient sur le Moyen-Âge, c'est à l'époque de Saint-Louis, au milieu du XIIIe siècle, on a deux témoignages des Juifs à Paris. On a d'une part le cimetière juif de Paris qui a été retrouvé sous le boulevard Saint-Germain dans les années 90, donc on a des stèles funéraires et on sait comment s'appelaient ces Juifs, ils s'appelaient Moshe, Aaron, Yitzhak, etc. Et à la même époque, on a le registre de la taille des Juifs, c'est-à-dire le registre des impôts que les Juifs payaient à Paris. Et les impôts, vous le savez bien, ils savent tout sur vous. Donc les registres des impôts nous donnent là où ces gens habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, combien ils gagnaient et comment ils s'appelaient.
Donc ça permet de reconstituer une géographie et ça nous permet de voir que en fait, pour les impôts en tout cas, ils s'appelaient pas forcément Moshe, Aaron ou Yitzhak. Ils pouvaient s'appeler Jacques, ils pouvaient s'appeler Vives, ils pouvaient porter des noms français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même au Moyen Âge, il y a cette double identité. Un autre document que j'ai beaucoup apprécié, qui montre l'importance mondiale de cette histoire du judaïsme français et de la place que la France a faite aux Juifs, c'est un document qui vient de La Haye, donc à l'époque dans la République libre batave, du début des années 1790, qui est une adaptation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en hébreu, et qui est dédiée aux glorieuses et victorieuses armées françaises. C'est voilà le symbole de cette exportation de la Révolution française et de ses idéaux, parmi lesquels l'égalité de tous les citoyens et donc l'émancipation des Juifs, qui a marqué non seulement l'histoire de France, mais véritablement l'histoire du monde. Et de fait, si on veut parler d'une époque particulièrement heureuse pour les Juifs de France, c'est assez certainement le 19e siècle, parce que le 19e siècle marque l'entrée très rapide des Juifs dans la société française de plein pied, où les Juifs non seulement sont acceptés, mais sont des moteurs de l'industrialisation, des arts, de la culture, de la peinture, du théâtre, de la musique. Je sais pas, si je vous cite Offenbach, si je vous cite le théâtre des Champs-Élysées, si je vous cite les chemins de fer, etc. Sans oublier les Bordelais Pereire, les fameux frères Pereire de Bordeaux, Ah, ma ville natale. Voilà, Pereire, Fould, Rothschild, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 gares de RER à Versailles? Parce que les Fould, les Pereire habitent tous à Versailles, ils font tous leur chemin de fer et ils veulent tous avoir leur gare à côté de chez eux. Oui, bien sûr. Et ce qui est assez frappant, c'est que à la fin de ce 19e siècle, il y a l'affaire Dreyfus, Oui. qui va rester dans les mémoires comme une explosion de l'antisémitisme, d'accord, et qui va même être lu par un certain Théodore Herzl comme la preuve que l'émancipation est vouée à l'échec, parce que si dans un pays comme la France, où les Juifs sont tellement intégrés et ont tellement apporté au pays, il peut y avoir encore de telles explosions d'antisémitisme, ça veut dire qu'il faut trouver autre chose, ce sera le début du sionisme. Mais en même temps, l'affaire Dreyfus, elle se conclut par l'acquittement d'Alfred Dreyfus. Et ça, c'est vu par des Juifs qui sont encore en Russie, en particulier, sans aucun droit, comme un signe extrêmement positif. C'est-à-dire, si un pays comme la France est capable de se déchirer et de renier son armée pour défendre l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est un pays où il faut tout de suite aller, comme le dit le grand-père de Lévinas à l'époque. Et ça va être la grande émigration des Juifs d'Europe orientale, les Hongrois, les Polonais, les Russes qui vont débarquer en masse à Paris et qui, là aussi, vont très grandement participer à la culture française, à la politique française. On a fait entrer un Arménien, Misak Manoukian, au Panthéon il y a quelques jours. Oui. Autour de lui, il y avait énormément de Juifs étrangers qui se sont battus pour la France, parce qu'ils se sont battus pour ce que représentait pour eux la France, c'est-à-dire cet idéal d'égalité et d'épanouissement des Juifs. Merci beaucoup pour cet éclairage, parce que c'est vrai que de notre point de vue français, quand on pense à l'affaire Dreyfus, on y voit une catastrophe et on n'a pas du tout spontanément cette dimension, ce regard qu'a pu porter, ce que vous avez dit, les communautés juives, notamment de Russie. C'est un éclairage très intéressant. Merci. Oui, il y a un auteur dans l'encyclopédie qui fait remarquer aussi, Steven Englund, qui fait l'article justement sur cette question de l'antisémitisme en France à cette époque-là. Il dit, on a une vision un peu biaisée parce que si on prend la littérature antisémite, alors on a l'impression que la France est le pays le plus antisémite du monde. Il se publie un nombre incroyable de livres contre les Juifs, etc. La France etc. juive d'Édouard Drummond. La France France juive. juive J'allais d'Édouard dire, c'est Drummond, aussi l'époque qui est prolongée par la libre parole, etc. Mais aussi tout ce qui va être l'invention du complot judéo-maçonnique, par exemple. Ça, c'est un truc très français. Mais de l'autre côté, à la même époque, finalement, il n'y a pas de pogrom.
il n'y a pas, à part dans l'Algérie coloniale où Drummond va être élu député d'Alger, il n'y a pas de parti antisémite en France, d'accord, par rapport à ce qui se passe en Allemagne à la même époque. Donc, il faut fortement nuancer. En tout cas, ça invite à penser les multiples facettes de l'antisémitisme et pas forcément tout mettre dans le même sac. Galit? Alors, bonsoir Julien Darmon. Est-ce qu'on a une idée du nombre, par exemple, durant cette période bénie, du nombre, on sait sûrement combien de juifs il y avait en France, parce qu'on a souvent tendance à dire que quand le juif, finalement, est bien traité, il a tendance finalement à s'assimiler et à se fondre dans le paysage. Je pense notamment à la Corse, où on dit que à peu près 30% de la population corse serait d'origine juive, et où là-bas, effectivement, ils étaient tellement... ils avaient le droit d'exercer le métier de leur choix, il n'y avait pas d'antisémitisme, ils n'étaient pas discriminés, il n'y avait évidemment pas de pogrom. Et du coup, ils se sont, comme ça, il y a eu beaucoup de mariages mixtes, et ils se sont finalement assimilés jusqu'à disparaître en tant que... jusqu'à perdre leur identité juive. Est-ce qu'on a une idée en France, dans ces années, dans ce siècle, vous disiez le 19e siècle, où les Juifs... qui a été une période heureuse pour les Juifs, si effectivement, avant, après, on a un nombre, est-ce qu'il y en a plus, moins, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'assimilation à cette époque-là, de l'identité qui s'est perdue? Alors, je cherche les chiffres déjà, comme ça je ne dis pas de bêtises, parce que on a, donc dans le livre, on a aussi des cartes et des chronologies, donc j'ai les chiffres. Si on prend, alors, les chiffres sont pas forcément des mêmes années parce que les recensements n'ont pas eu lieu au même moment, mais en gros, on a des recensements qui datent de la fin du 19e. À la fin du 19e, on a en gros, donc avant la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, on a environ 36 000 juifs en Alsace, 14 000 en Lorraine, 50 000 à Paris en 1900, mais donc qui compte une partie de ceux qui étaient en Alsace-Lorraine un peu avant. On en a 3 000 à Bordeaux, et puis on en a aussi à peu près 57 538 précisément dans les départements français d'Algérie, plus 115 000 dans le protectorat du Maroc et 25 000 en Tunisie. Donc c'est ça les chiffres. Alors après, la question de l'émancipation, de l'intégration et de l'assimilation, parce que c'est vrai que c'est aussi une idée reçue qu'on a, idée reçue qui est assez récente, hein, il faut le dire. Cette idée reçue, elle a été propagée finalement depuis les années 80-90, c'est-à-dire depuis les mutations récentes du judaïsme français, où on est revenu à une identité juive religieuse, orthodoxe pour beaucoup, je dis ça moi avec ma barbe et ma kippa, et où on a eu tendance à présenter comme ça le franco-judaïsme comme un péril, comme un vecteur d'assimilation. C'est en réalité assez peu vrai. Je vais prendre un exemple précis. On a beaucoup moqué le mot israélite. Israélite, c'est devenu pour beaucoup le symbole comme ça d'une dissimulation, de gens qui n'assument pas leur identité juive. Mais quand vous regardez les écrits de ceux qui promeuvent ce nom d'Israélite dans le premier tiers du 19e siècle, c'est pas du tout ça qu'ils disent. Ils disent, c'est vrai qu'on ne veut pas on veut plus qu'on nous appelle juifs, parce que juif en français, c'est connoté très très négativement. Vous ouvrez les dictionnaires tout au long du 19e et même au début du 20e siècle, où à juif, vous tombez sur usurier, perfide, trompeur, etc. Donc ils disent, en fait, nous on veut pas qu'on nous appelle juifs, mais on veut qu'on nous appelle israélites, pas comme adjectif. On n'est pas des Français de confession israélite, nous sommes des Israélites français, au sens où nous revendiquons notre appartenance à l'antique peuple d'Israël, et pour nous, ce n'est pas contradictoire avec une identité française, parce que les valeurs de la Torah, les valeurs du judaïsme, ce sont précisément les valeurs que porte la République.
Donc, il n'y a pas de contradiction. Alors ensuite, en termes d'assimilation, ça dépend ce qu'on veut dire. Les Juifs continuent quand même, tout au long du 19e siècle, et même au début du 20e siècle, à se marier très largement entre eux. Tout simplement parce que, de toute façon, la religion reste un marqueur important de l'identité des familles, du côté chrétien aussi. Alors, évidemment, des mariages mixtes, ça existe. Ça existe à tous les niveaux, en particulier dans la très grande bourgeoisie et l'aristocratie. Mais ça reste assez marginal. Et pour revenir sur la Corse, c'est très difficile à dire, parce que pour le coup, pour la Corse, on a très peu d'éléments historiques fiables. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que si on fait un travail d'historien, qu'on cherche des sources, on n'en a pas. Ce qu'on sait, c'est que Pascal Paoli a été le premier à émanciper les Juifs, pour le coup, quelques années avant que la Constituante le fasse. Alors, Julien Darmon, on résume souvent l'histoire des Juifs de France à Troyes et Rachid. Mais n'est-ce pas quand même injuste? Parce que quid des Juifs d'Occitanie? Et j'ai amené ce livre. C'est pas un livre, mais c'est un spécial du Midi Libre, les Juifs d'Occitanie. Et puis surtout, quid des Juifs de Bordeaux? Je suis quand même le premier à vouloir les défendre. Quid des Juifs du pape? Enfin, en réalité, il n'y a pas que Rachid quand même. Alors justement, ça c'était un des objectifs de l'encyclopédie. On voulait, c'était un des trous qu'on voulait combler. C'est-à-dire, on voulait pas qu'on ait 30 pages sur le Moyen-Âge. En gros, il y a Rachid et le procès du Talmud et les accusations de crimes rituels, et puis on passe au reste. On voulait, pour le coup, sur le Moyen-Âge, montrer que déjà, il y a deux France, effectivement. Il y a la France du Nord, Tsarfat, où il y a Rachid, mais il n'y a pas que Rachid. Il y a tous les élèves de Rachid, il y a toutes les écoles qui sont créées à Évreux, à Sens, à Ramrupt, à Rouen, à Orléans, à Paris, à Corbeil, enfin voilà, sans même parler de l'Alsace et de la Lorraine qui sont encore pas dans la sphère française, qui sont pas dans le Royaume de France, mais où il se passe aussi des choses. Et donc montrer cette efflorescence culturelle qui se résume pas du tout à Rachid, et puis aussi effectivement qu'à la même époque, au Moyen-Âge, entre le Xe et le XIVe siècle, il y a une autre France, il y a la France du Sud, la France occitane, ce que les Juifs appellent Provencia, qui est aussi un foyer extrêmement important et qui de Cabale, qui à la fois est en contact avec la France du Nord, mais qui est aussi en contact avec l'Espagne, qui va être un lieu de translation des savoirs, c'est-à-dire que toutes les sciences que les Arabes ont reçues des Grecs indirectement vont être traduites en hébreu, voire directement en latin, mais par des Juifs de ces régions-là, et qui vont être transmises de l'autre côté. Et en fait, il va y avoir des échanges constants, et la Provence est vraiment un nœud de ces transmissions de savoir européen. Et après, comme vous le disiez, pendant toute la période d'Ancien Régime, c'est-à-dire entre 1501 en gros et 1791, où il y a censément plus de Juifs en France, en réalité, il y a au moins 4 grands foyers juifs en France. Il y a d'abord les Juifs du pape, comme vous le disiez, c'est-à-dire c'est les Juifs du comtat venessin et d'Avignon, qui sont fondamentalement des Juifs de Provence. Oui. Et quand les Juifs sont expulsés de la Provence, annexés au domaine royal, au royaume de France tout simplement, ces États pontificaux deviennent le dernier reliquat du judaïsme provençal, et ça va durer jusqu'à la Révolution française. Ensuite, vous avez les Juifs qui, fuyant l'Inquisition portugaise, vont s'installer à Bordeaux et à Bayonne. À Bayonne, plus exactement, à Saint-Esprit-les-Bayonnes, parce qu'on ne les laisse pas s'installer à Bayonne même. D'abord en tant que nouveaux chrétiens, et en fait assez rapidement, bon, on leur dit ok, on a compris, vous êtes juifs, ça va, et ils vont rendre de grands services à la couronne. Et vous avez également les Juifs de Lorraine en général, mais en fait la Lorraine
c'est un patchwork, c'est les États allemands, d'accord? Donc c'est plein de trucs qui appartiennent au Palatinat, les trois évêchés, machin. Bref, mais ces gens-là vont être intégrés au Royaume de France et les Juifs de Metz en particulier, parce que Metz était une ville de garnison pendant la guerre entre la France et les États allemands. Et les Juifs vont fournir les armées françaises, donc ils vont avoir une reconnaissance de la part de la France. Et enfin, les Juifs d'Alsace qui sont dans une situation complètement différente parce qu'en Alsace, ils n'ont pas le droit d'habiter dans les villes. Donc, ils habitent dans des petits villages. C'est un judaïsme rural extrêmement disséminé et qui a un visage très particulier. Et les Juifs qui vont être émancipés en 1791 et qui vont ensuite constituer voilà, ce franco-judaïsme, c'est déjà des communautés plurielles, des communautés qui sont à la fois provençales, séfarades, ashkénazes urbaines ou ashkénazes rurales. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'Israël, parce que ça ne va pas faire plaisir je ne sais pas si ça ne va pas vous faire plaisir, mais ça ne va peut-être pas faire plaisir à Sylvie Anne Goldberg, mais quelque part, j'ai lu dans un papier qu'elle disait « Israël, pour les Juifs de France, n'est pas un pays ». C'est ce qu'elle a déclaré. Et elle disait que l'État d'Israël représente simplement un refuge. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, il faudrait voir dans quel contexte elle l'a dit et comment elle l'a dit. Dans des interviews de la presse, je l'ai lu. Ouais. Ouais. En vrai, ce qui se passe, c'est que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que quand il y a les débuts du sionisme, dans les années 1900, 1910, 1920, même surtout, les autorités juives françaises voient d'un bon œil l'entreprise sioniste, mais c'est pas pour eux, d'accord ? Le sionisme, c'est le projet sioniste, ils se disent, et c'est aussi comme ça que c'est perçu en Allemagne. Le projet sioniste, c'est une bonne idée pour les Juifs qui sont persécutés. Un refuge, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est bien pour les Juifs russes, c'est bien pour les Juifs roumains, mais les Juifs français et les Juifs allemands, non, sachant qu'évidemment, on est dans une période où l'État d'Israël n'existe pas, d'accord ? C'est juste un projet, c'est un idéal. Donc, ils encouragent ça, c'est-à-dire qu'on a des sionistes français, des gens comme André Spire, comme Edmond Flegg. Il y a une association d'amitié France-Palestine dont le président d'honneur est Gaston Doumergue. Donc, il y a une bienveillance, mais ils se disent c'est pas trop pour eux. Ça change pas tellement en réalité en 45-48. D'accord ? C'est-à-dire que malgré le traumatisme de la Shoah, les Juifs de France s'occupent avant tout, les Juifs de France qui ont été actifs pendant la guerre, qui ont été actifs dans le sauvetage, qui ont été actifs dans la résistance, qui ont été actifs dans la résistance spirituelle et dans la conception de qu'est-ce qu'allait être la vie juive et la vie juive en France après la guerre, sont occupés d'une part à pleurer leur mort et à reconstruire leurs institutions et à reconstruire le judaïsme français. Il n'y a pas du tout cette idée en 45-48 que tout ça c'est fini, on doit tous partir en Israël. Et même après, c'est-à-dire le grand réveil qu'il va y avoir vis-à-vis d'Israël, c'est la guerre des 6 jours, en 67, où là, en plus, entre-temps, il y a quand même des Juifs marocains, algériens et tunisiens qui ouvrent un peu plus leur gueule que les Juifs ashkénazes. Et donc, quand il y a la menace existentielle qui pèse sur Israël, vraiment, en 67, on croit qu'Israël va être détruit. D'accord ? Ouais. Donc là, et que le général de Gaulle s'oppose à l'entrée en guerre d'Israël, là, les Juifs français descendent massivement dans la rue, s'engagent pour Israël, font des actions, etc. Mais même à cette époque-là, les chiffres de la Halia sont pas transcendants. Hein. Il faut que je vous retrouve. On a un article là-dessus sur la Halia. Okay. J'essaie de vous retrouver ça. En fait, est-ce que finalement, en réalité, c'est ce qu'on a toujours appris en France, est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché quand on est juif ? Non, pas forcément, parce que justement, en 67, et c'est ça qui étonne le général de Gaulle et les hommes politiques, ils se disent, ben non, les Juifs, ils vivent pas cachés. Les Juifs, ils sont prêts à descendre dans la rue pour défendre Israël et contester les décisions du gouvernement français. Les Juifs vivent pas cachés. Ils sont
vous regardez même au 19e siècle, les synagogues qui sont construites au 19e siècle, elles sont pas cachées derrière des portes, hein, c'est des belles synagogues monumentales. Donc on vit pas caché, mais c'est sûr que la question de l'affirmation d'identité plurielle dans l'espace public, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué entre les années 50 et aujourd'hui. Eh bien, merci Julien Darmon. Je rappelle le titre, et je vais terminer quand même avec le répétant le titre de ce livre, Une histoire juive de la France. C'est Albin Michel qui est très pro-juif d'ailleurs, je le dis rapidement, mais c'est un peu la vérité. 1100 pages, hein, il faut le dire, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, qui est une véritable encyclopédie. Mais bon, c'est pas très cher, 46 € et quelques, vous pouvez l'acheter dès maintenant. Merci. Et merci Julien Merci à Darmon. vous. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.